Monsieur le Président, merci infiniment d'être avec nous à cette mi-journée et pour certains en début d'après-midi selon le fuseau horaire ou la fin de matinée pour certains. Je vous cède la parole en vous remerciant d'être avec nous pour ce moment d'échange avec nos amis européens. Bien, cher Christophe André Frassa, mes chers collègues, chers compatriotes, d'abord remercier Christophe Frassa pour cette initiative avec nos collègues sénateurs qui nous permet un dialogue direct. Et moi, ça me remplit de joie. Et d'ailleurs, je vous ferai des propositions pour que ce dialogue ne soit pas, comme on dit en vieux français, one shot, mais qui puisse se répéter à un certain nombre d'occasions. J'étais il y a 2 jours avec vos compatriotes des Amériques et des Caraïbes. Nous avons pu ensemble aborder de nombreuses questions sur la situation des Français établis dans cette partie du monde, que ce soit de fiscalité, d'éducation, de statut, de crise sanitaire. J'ai essayé de les écouter, de partager leur vécu et j'ai vu combien ils étaient accompagnés par nos collègues sénateurs qui représentent les Français établis hors de France. Comme vient de le dire Christophe André Frassa, nous appartenons en ce début d'après-midi, je vais me mettre au milieu des fuseaux horaires, au même continent européen. Bien sûr, un certain nombre d'entre vous sont les pays de l'Union européenne, mais je pense aussi à tous ceux qui, de l'Atlantique à l'Oural, et même au-delà de l'Oural, représentent ce continent et les valeurs que porte le continent européen. Vous le savez tous, mais je le rappelle, le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République. C'est sa mission constitutionnelle de l'article 24, mais il a aussi une autre mission essentielle, organiser la représentation au Sénat des Français établis hors de France, ces sénateurs qui sont vos représentants dans cette maison qui est la vôtre. Ça est bien sûr la maison des communes de France, mais c'est aussi la maison des Français établis hors de France. Le rayonnement de la France dans le monde, c'est bien sûr le rang que nous occupons dans le concert des nations, mais c'est aussi vous, les Français établis hors de France, on appelle parfois entre guillemets les expats, les porte-paroles de notre culture, de notre art de vivre, de la qualité de nos entreprises, les témoins de notre histoire, celles des Lumières qui ont souvent éclairé le monde, et vous portez aussi notre langue avec ses valeurs. La crise sanitaire que nous traversons bouleverse nos modes de vie, transforme quelque peu notre rapport au temps, restreint nos libertés, c'est un point essentiel auquel le Sénat est particulièrement attentif, et notamment la liberté de circuler qui pour vous est une liberté encore plus essentielle. Je mesure les contraintes qui ont été et sont les vôtres dans cette période. Vous n'avez en plus jamais quasi profité de la solidarité nationale, ni les chefs d'entreprise qui pourtant facilitent nos exportations, ni les plus fragiles d'entre nos compatriotes, alors que le Sénat a voté, c'était une initiative de Ronan Le Gleut, un fonds d'urgence pour les aider. Notre démocratie a également été partiellement confinée. Report du 2e tour des élections municipales, report des départementales, des régionales, report de vos élections, report aussi de ce fait de l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger, report des élections sénatoriales qui se tiendront au mois de septembre prochain. Un nouveau report des rendez-vous électoraux n'était pas acceptable. C'est la position que nous avons défendue au Sénat la semaine dernière, notamment avec le soutien des grandes associations d'élus. Alors, les 29 et 30 mai, vous allez élire les conseillers des Français de l'étranger, un vote essentiel pour la représentation de nos compatriotes établis hors de France et pour la constitution de l'Assemblée des Français de l'étranger, important aussi pour l'élection des sénateurs. Les 20 et 27 juin,
nous aussi élirons nos conseillers départementaux et régionaux. C'est en fait ça une démocratie qui vit. Mes chers amis, le Sénat a su retrouver ces dernières années son rôle, un rôle fondamental dans le fonctionnement de nos institutions. En octobre dernier, quand je me suis adressé aux sénateurs dans mon projet, je l'avais intitulé « Équilibre des territoires, équilibre des pouvoirs, la force de l'engagement du Sénat ». C'est le sens de notre action au quotidien dans chaque territoire, mais aussi pour chacune et chacun d'entre vous dans le monde. C'est aussi la mission de contre-pouvoir. C'est aussi, et je le dis parce que les sénateurs établis hors de France, ils sont très nombreux dans le groupe des Républicains, ils sont aussi présents dans un autre groupe comme le groupe centriste. C'est aussi cette force de la cohésion de la majorité sénatoriale. Vous nous aviez demandé d'agir pour supprimer un certain nombre de discriminations dont vous êtes victimes et pour engager un véritable travail de simplification administrative. Ça a été le sens de la proposition de loi globale sur les Français de l'étranger qu'a porté avec vous, mes chers collègues, Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat. Vous le demandiez, le Sénat l'a débattu et voté. Je rappelle ce texte parce qu'on y reviendra peut-être au travers de vos questions. Il sécurise le régime électoral et les conditions d'exercice des mandats des conseillers des Français de l'étranger et des membres de l'AFE. Il permet l'utilisation, et on est en train de le faire, de la visioconférence, mais là, pour des actes authentiques. Il propose une nouvelle catégorie de bourse pour la scolarisation des enfants et des élèves en situation de handicap. Sur le plan fiscal, le texte revient sur la réforme inique de 2019, une disposition préjudiciable qui concernait l'impôt sur le revenu, j'y viens pas. Certains ont vu leur impôt augmenter brutalement de 20 à 400%. Il propose également l'exonération de CSG et de CRDS pour les Français établis hors Union européenne sur les revenus du patrimoine et les produits de placement perçus en France. À l'Assemblée nationale, la majorité présidentielle n'a pas voté ce texte, il faut le dire. Et il y a fallu attendre une bataille de 2 années au Sénat pour qu'il revienne sur la réforme fiscale stupide de 2019. Stupide et particulièrement injuste. Et en même temps, cette majorité à l'Assemblée nationale porte la responsabilité de la suppression de 512 postes dans l'enseignement du français à l'étranger et de 33 millions, mais nous reviendrons peut-être à l'occasion de questions sur le sujet des crédits à l'enseignement. Alors, rien ne servirait de communiquer à la veille des élections dans un exercice qui soit artificiel. Voilà pourquoi je suis là pour vous écouter, peut-être vous apporter quelques réponses et prendre un engagement avec vos sénateurs d'établir un dialogue plus régulier, pas simplement à l'occasion de l'Assemblée, à Noël, où on se retrouvait. C'est peut-être l'occasion d'établir de quelque chose de plus fort entre nous dans la responsabilité du Sénat. Maintenant, j'écoute toutes vos questions, j'essaie d'apporter les réponses et si je n'ai pas les réponses, je vous promets qu'avec vos sénateurs, on essaiera de les approfondir. Voilà, chers amis, je redonne la parole à notre modérateur qui excelle dans ce rôle, Christophe-André Frassa, donc qui va maintenant nous modérer. Merci infiniment, Monsieur le Président. Merci pour ces propos introductifs et surtout par ce ton aussi motivant pour la suite de nos... Merci infiniment. Je vais donc, puisque nous avons reçu beaucoup de questions, Monsieur le Président, tout de suite m'effacer en cédant la parole à notre ami Jean-Philippe Keil, qui est en direct de Zurich, en Suisse, et qui va vous poser la première question. Monsieur le Président, cher Christophe, chers collègues, un grand merci. Monsieur le Président, étant membre avec mon collègue
Nicolas de Ziegler de la commission Finances, Fiscalité, Budget au sein de l'Assemblée des Français de l'étranger. Nous avons toujours travaillé sur l'équité des Français de l'étranger face à l'impôt d'une part, mais aussi sur la raison gardée par rapport à la fiscalité. D'où les 2 points et la question que je voulais mentionner. La CSG-CRDS, un arrêt Dreyer de 2019 a permis le remboursement des prélèvements sociaux dus à la loi de sécurité sociale de 2016. Et à ce titre, au titre des exercices 2015, 16, 17, nos collègues de l'Union européenne, EEE et de la Suisse ont été, ou il faudrait que je dise, seront remboursés puisqu'il y a actuellement 9200 dossiers en attente et cette attente risque d'être longue, 2 à 3 ans de par l'administration. Mais le problème, cher Président, c'est que ces remboursements ne sont pas effectifs pour ceux et celles de nos compatriotes qui résident dans les autres régions du monde. C'est donc à côté de l'imposition forfaitaire, 20%, à côté de cette imposition sur les charges sociales, 17,5%, une imposition de quasiment 40% pour des Français et des Françaises qui, pour les uns, tirent des revenus additionnels, mais pour les autres qui complètent leur retraite à l'étranger par quelques revenus immobiliers en France, c'est devenu une imposition que je qualifierais quasiment de surhumaine, sachant que ces revenus immobiliers sont actuellement attaqués par la crise de la Covid-19, la résolution des bails, les locataires qui ne payent plus. Bref, est-ce que vous pensez, cher Président, qu'au Sénat, il va être possible de porter ce sujet d'équité devant les assemblées? Et autre chose, cher Président, nous sommes bien sûr tous et toutes attentives à ce qu'un impôt sur la nationalité ne soit pas introduit pour les Français résidant à l'étranger. Voilà pour les 2 points que je voulais citer. Un grand merci. Merci Jean-Philippe, merci. Ce que je vous propose, Président, c'est que nous prenions 5 questions et que vous y répondiez ensuite. Donc je passe maintenant la parole à Aurélie Fontcave en direct de Francfort en Allemagne. Merci, cher Christophe. Bonjour, Monsieur le Président. Je vous remercie du temps que vous nous accordez et j'en profite également pour vous remercier de la lettre de soutien que vous avez adressée à notre liste. Votre soutien nous est précieux et nous honore. Et bien évidemment, je remercie nos sénateurs pour leur soutien constant et surtout toi, cher Christophe, qui a rendu cet échange possible. Je me présente Aurélie Fontcave, consultante en stratégie, conseillère consulaire pour la 2e circonscription d'Allemagne, élue à l'AFE et membre de la Commission des affaires sociales. Monsieur le Président, j'aimerais attirer votre attention sur le coût des tests PCR. Comme vous le savez, les déplacements à l'intérieur de l'Union européenne sont encore autorisés, mais ces déplacements requièrent des tests PCR onéreux et globalement non remboursés dans plusieurs pays où résident nos concitoyens. À titre indicatif, il faut débourser à minima 70 € au Portugal, jusqu'à 150 € en Allemagne et entre 100 et 170 € en Suisse. Et les prix flambent hors Europe, 150 € en Égypte, jusqu'à 300 € au Japon. Donc des sommes très élevées et surtout des citoyens qui sont parfois souvent contraints à retourner en France dans des conditions dramatiques dans le cadre d'un décès, par exemple. Aussi, Monsieur le Président, ma question est la suivante. Sachant que les Français établis en France sont pris en charge à 100% au titre de l'assurance maladie, est-ce qu'il serait possible d'envisager qu'au titre de la solidarité nationale, les frais relatifs aux tests PCR pour les ressortissants français établis à l'étranger puissent être pris en charge dans le cas d'un déplacement vers la France? Merci Aurélie. Je vais passer maintenant la parole à Christine Leleu en direct de Londres au Royaume-Uni. Merci beaucoup Christophe. Monsieur le Président, un grand merci de votre intervention, de votre écoute et de votre soutien. Donc voici ma question pour les Français du Royaume-Uni. Suite au Brexit, les Français du Royaume-Uni sont confrontés à de nombreuses incertitudes, notamment en termes de protection sociale, de prestations sociales. Je pense bien entendu au sujet de la santé, de la retraite,
des allocations chômage, et ce, lorsqu'ils rentreront en France. Donc, je vous serais infiniment reconnaissante si vous pouviez nous donner un point de situation, tout d'abord sur les éléments qui sont garantis par l'accord, par ailleurs sur les changements et enfin sur les travaux en cours et les discussions en cours sur ce sujet. Voilà, je vous remercie infiniment. Merci Christine. Nous allons maintenant en Belgique où je passe la parole à Anthony Biche à Bruxelles. Bonjour Monsieur le Président, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous nous accordez. J'en profite également pour remercier nos sénateurs présents ici, Jackie, Christophe, Ronan, sur qui on peut compter à chaque instant pour leur soutien et leur amical conseil à tout moment. Et je tiens vraiment à vous remercier, Monsieur le Président, du soutien que vous leur apportez également. En effet, être française ou français de l'étranger, c'est, comme vous l'avez rappelé, être une Française ou un Français à part entière. Et je voudrais vous interroger plus précisément sur le statut des frontaliers qui touche de nombreux Français vivant en Belgique, mais travaillant en France. Être transfrontalier, c'est faire face à des obstacles juridiques, fiscaux et administratifs qui empoisonnent la vie quotidienne de nos compatriotes. Comment pourrait-on, Monsieur le Président, assurer une meilleure reconnaissance et la création d'un véritable statut de transfrontalier auprès des administrations nationales, en particulier de la DINR, mais avec la mise à disposition d'un simulateur pour les non-résidents contribuables en France, ainsi que pour la facilitation de la délivrance de pièces d'identité comme le passeport. Ce statut de transfrontalier serait également utile pour permettre le paiement d'indemnités chômage par le pays de cotisation et non par celui de résidence. Également, ce statut de transfrontalier serait utile dans le cadre de la renégociation de la convention collective de double imposition entre la France et la Belgique, en particulier concernant la fiscalité du télétravail. Il serait également très utile pour assurer la pérennité de l'accès aux écoles spécialisées et aux structures en Belgique pour les enfants et adultes en situation de handicap. En un mot, Monsieur le Président, comment peut-on faciliter la vie des Français transfrontaliers et les associer aux décisions qui les concernent? Je vous remercie beaucoup. Merci Anthony. Et la dernière question de cette première série, je passe la parole à Alexandre Bézardin qui est à Milan en Italie. Merci beaucoup Christophe, merci à tous nos amis sénateurs qui sont ici présents et à tous nos collègues. Monsieur le Président, tout d'abord un grand merci pour votre courrier qui est bien entendu fort précieux en cette période de campagne. Ma question porte sur la gestion sanitaire. Comme vous le savez, face à une gestion sanitaire et économique qui a été pour le moins frileuse au cours des derniers mois, nos ressortissants français résidant en Europe et voire hors Europe, sont désormais soumis en fait à une nouvelle double peine en matière de vaccination, après les gênes occasionnés en matière de mobilité. Beaucoup d'entre eux ne peuvent actuellement s'inscrire pour être vaccinés dans le pays où ils résident, car ils sont privés d'un numéro de sécurité sociale local et ne peuvent par ailleurs se raccrocher au dispositif français car ils sont sans carte vitale. Donc par conséquent, en fait, on aurait besoin, nous, Français de l'étranger, d'une intervention auprès des autorités compétentes qui serait certainement nécessaire pour assouplir les dispositifs des États membres et assurer de même la réciprocité en matière de vaccination des expatriés européens. Merci beaucoup. Merci Alexandre. Monsieur le Président, si vous en êtes d'accord, maintenant je vous cède la parole pour les réponses que vous pourrez apporter à ces 5 premières questions de nos amis. À Jean-Philippe Kehl, je réponds à la première question sur notamment l'ensemble de la fiscalité. Je crois qu'il a bien décrit la situation. Aujourd'hui, et depuis la loi de finances pour 2019, seuls les Français qui résident hors de l'Union européenne paient la CSG-CRDS sur les revenus du capital. C'est une assez profonde injustice.
on constate une rupture d'égalité citoyenne qui est en fait fondée sur le lieu de résidence. Au-delà de la rupture d'égalité, il y a une circonstance aggravante. Les Français qui résident hors de l'Union européenne sont conduits à financer les prestations sociales auxquelles ils n'ont généralement pas accès. Et là, ça pose une question, j'allais dire, presque fondamentale. Le projet de loi présenté par la majorité sénatoriale, que j'évoquais au début de mon propos tout à l'heure, en mai 2020, a mis fin, tout au moins dans sa lecture et dans son adoption, à cette inégalité et a adopté le principe d'exonération de l'ensemble des Français établis hors de France. À ce jour, la majorité à l'Assemblée nationale n'a pas donné suite à ce texte. En même temps, lors de la discussion de la loi de finances pour 2021 et de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, les mesures concernant l'exonération CSG-CRDS ont été revotées au Sénat. Alors je dis clair, si on veut en sortir, il faut maintenant inverser la majorité à l'Assemblée nationale, parce que nous avons voté. Il faut qu'on se parle aussi politique. Nous jouons ce rôle, nous anticipons, et voilà pourquoi l'élection qui va se dérouler pour vous et celle des sénateurs est importante, parce qu'il faut qu'on continue à faire cette pression. Mais peut-être que Jean-Philippe Quel, qui en plus à l'Assemblée des Français de l'étranger suit avec une particulière autorité toutes ces questions de fiscalité, je voudrais évoquer un sujet de fiscalité pour l'ensemble de nos compatriotes établis hors de France, sur lequel aujourd'hui il y a un blocage de la République en marche, c'est l'assimilation pour certains aspects de la résidence en France à une résidence principale. Sujet très important, notamment quand on voit la situation où ça n'est pas une résidence secondaire pour un certain nombre de nos compatriotes, loin de là, c'est parfois un filet de sécurité pour ceux qui résident notamment dans des pays où les conditions parfois de stabilité ou d'instabilité peuvent être mis en cause. Et en plus, donc, le Sénat a voté l'extension de certains aménagements fiscaux en voulant appliquer à la résidence détenue en France par nos compatriotes établis hors de France des déductions et crédits d'impôt qui concernent la résidence principale. Là encore, on n'a pas avancé et les Français établis hors de France ne bénéficieront pas du changement en matière de taxe d'habitation. Je ne dis pas que ce changement il est génial, parce que nous voyons bien les conséquences pour les collectivités territoriales, mais qu'il y ait en plus une catégorie de Français qui soit totalement exclue de cette évolution de la taxation, c'est donc pour moi un sujet important, et je voulais y passer un tout petit instant, pardonnez-moi, débordant même la question, parce que c'est un sujet que je compte faire mien pour les temps qui viennent. Enfin, il y a la question de la réforme de l'impôt sur le revenu que j'évoquais tout à l'heure, et je crois que c'était M. Biche qui disait nos sénateurs s'occupent vraiment de nous représenter. Je le dis que sans leur engagement, cette réforme de 2019 n'aurait pas sauté s'ils n'avaient pas eu cette volonté. Je le dis à travers les propos d'Anthony Biche, je crois vraiment et je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, on connaît, mais la réalité, c'est qu'ils sont accrocheurs. Et donc, et on le voit dans le nouveau groupe d'études que Jacky de Romédy préside, il y a les 12 sénateurs des Français établis hors de France, mais il y a 35 sénateurs métropolitains et d'outre-mer qui sont en train de partager vos préoccupations et quelque part de les approfondir. Je voulais apporter cette réponse, pardon d'avoir été un peu long, mais ça me semblait important, et de dire à Jean-Philippe Quel que j'ai bien noté, il a cité 9200 dossiers en attente. Je vais me permettre, peut-être à la suite de notre échange, et sous réserve de l'accord de mes collègues sénateurs, peut-être d'adresser un courrier personnel pour que ces dossiers ne connaissent pas un temps d'éternité trop long et qu'on puisse avoir le sentiment qu'on s'en préoccupe comme dans d'autres cas. Ça m'apparaît être une proposition que je fais à mes collègues de conduire ça, parce qu'on sait que pour un certain nombre de gens, c'est important. Alors, il y a la question d'Aurélie Fontcave,
en Allemagne sur la question des tests PCR et, j'allais dire au-delà, quelque part, là aussi, du sentiment d'inégalité. En fait. C'est vrai que, mais ça va nous renvoyer à quelque chose. Vous signalez les disparités dans les politiques nationales de santé et pardonnez-moi, là je vais m'adresser peut-être à nos collègues dans le cadre de l'Union européenne, que les autres ne m'en veuillent pas, mais les compétences sur la santé restent pour l'essentiel des compétences nationales. Et on voit bien que les décisions qui sont prises depuis un peu plus d'un an, aujourd'hui butent sur l'insuffisance d'intégration des politiques de santé au plan de l'Union européenne. Permettez aux vétérinaires de dire, avec mon expérience, qu'on fait plus pour la santé animale au plan de l'Union européenne qu'on fait pour la santé humaine. En termes de fonctionnement, ceci est notamment lié à la politique agricole commune. C'est donc pour moi ces disparités dans les politiques nationales de santé au sein de l'Union européenne un sujet pour la présidence française de l'Union européenne. Et donc je peux vous dire, puisque ce sujet, les conférences que nous allons tenir dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, nous avons fait les arbitrages avec l'Assemblée nationale et moi vendredi avec le président de la République, ça va être un sujet sur la table et je dois le dire, pour cette présidence française, dans une des 4 conférences qui vont se tenir dans le cadre de la présidence française. Et la particularité, vous le savez, c'est que la seule assemblée qui aura la continuité pendant ces 6 mois de présidence française, c'est le Sénat. L'Assemblée nationale sera en renouvellement pendant une partie de cette présidence et il ne vous a pas échappé que la présidence de la République aussi. Donc nous avons une responsabilité et c'est un des points que nous avons. C'est vrai, la France a été plutôt solidaire concernant la gratuité, mais il faut quand même vous rappeler que nous avons été très en retard au plan national sur la politique des tests. C'était gratuit, mais il n'y en avait pas. Ou il n'y en avait pas de disponible. Il faut quand même se dire les choses telles que nous les avons vécues. Et je ne suis pas sûr qu'en Allemagne, vous ayez mis autant de temps, mais l'Allemagne, c'est en tous les cas. On a eu la même chose sur les vaccins. Il va falloir donc prévenir d'autres risques pandémiques. Je vais quand même, pour répondre très directement à la question d'Aurélie Fontaine, voir comment pourrait s'exprimer la solidarité nationale. Aujourd'hui, elle n'est pas du tout inscrite pour nos collègues. J'ai bien noté l'exemple du coût à 150 € que vous donniez en Allemagne, 170 €, vous disiez en Suisse, un autre montant au Portugal, mais je vais porter ça aussi, sachant quand même que la politique, et je le dis pour nos collègues qui vont être élus à l'Assemblée des Français de l'étranger, ce sera un sujet sur lequel je compte associer, je le dis, pour le Sénat, l'Assemblée des Français de l'étranger aux réflexions que nous aurons avec les autres parlements, d'une manière ou d'une autre, au moment de la présidence française. Alors, j'avais ensuite Christine Leleux sur la situation des Français après le Brexit. Le nombre de nos compatriotes est, chacun le sait, élevé au Royaume-Uni. Ils sont, paraît-il, 144 000 simplement à être inscrits au registre consulaire, mais on nous dit que le vrai nombre, c'est au moins la moitié en plus, voire 2 fois plus. Le statut de nos compatriotes post-Brexit, vous le savez, est réglé par une procédure d'établissement. Je ne vais pas prononcer ça dans mon meilleur anglais, le settlement ou le pre-settlement status. Il est indispensable puisque de cette procédure vont dépendre les droits de nos compatriotes au Royaume-Uni, que ce soit pour le séjour, pour le travail, pour les prestations sociales. On a une date butoir qui nous a été donnée, c'est le 30 juin. À ce jour, seuls 2 compatriotes sur 3 auraient accompli
cette démarche. Vos sénateurs, et je me tourne vers Ronan Le Gleut, ont demandé au secrétaire d'État chargé des affaires européennes de veiller à ce qu'aucun de nos compatriotes ne soit laissé de côté. Je vois Ronan Le Gleut, je pense que je porte témoignage de la démarche portée par nos collègues. Quitte à approcher d'ores et déjà les autorités britanniques pour qu'elles fassent preuve de compréhension et de flexibilité le cas échéant. Ça me semble la bonne voie, parce qu'il faut mieux qu'on prévienne. Le secrétaire d'État ne me semble pas avoir pris tout à fait à bras-le-corps le sujet, mais je vais lui en reparler parce qu'il se trouve que je vais le retrouver à la fin de la semaine en Arménie, j'y reviendrai tout à l'heure, donc il ne va pas être venu pour rien à mes côtés. Je vais lui rappeler que cette attention qu'ont apporté les sénateurs est quelque chose d'important. La question des Français du Royaume-Uni qui envisagent à un moment ou à un autre de rentrer en France est de la même nature. Trop souvent, vous allez manquer d'informations sur les dispositifs qui seront appliqués. Sans doute pas le fait de nos représentations diplomatiques, mais du fait chez nous d'administrations tatillonnes, rétives, à prendre en compte la spécificité de vos situations et de vos droits. Alors, on a un groupe de suivi au Sénat de l'accord du Brexit. Je parle là aussi sous le contrôle de Ronan, saisir les présidents Cambon et Rapin sur ces conditions pour qu'on y soit particulièrement attentif pour le groupe de suivi de Brexit. C'est le fruit aussi de nos échanges pour qu'on ait un point, et c'est ce que je voulais répondre en l'état à Christine Leleu sur cette importante question de protection sociale. Alors, Anthony Biche sur le statut de frontalier. Vous savez que nos collègues de Moselle ou de Meurthe-et-Moselle, et pour des raisons en plus sanitaires aiguës il y a un mois et demi, nous avaient saisi et ressaisi dans l'autre sens d'une partie de la question que vous nous posez. En fait, merci d'avoir évoqué le sujet de nos compatriotes frontaliers. Il est important pour le Sénat, d'ailleurs, Maison des territoires. Et pas simplement pour, j'allais dire, pour nos compatriotes établis hors de France, mais aussi pour les territoires qui se situent à nos frontières et qui sont donc des points très importants. Votre situation est souvent complexe, en particulier du point de vue de la fiscalité. On est dans un pays qui n'est pas celui de votre résidence. Cette spécificité est souvent méconnue par une administration qui adore les solutions toutes faites. Le Covid a compliqué les choses. Le cadre du télétravail est explicite. Votre employeur peut être de l'autre côté de la frontière et une activité en France. Votre question dépend en fait de plusieurs niveaux. Un niveau de coopération interrégionale, un autre plus bilatéral entre la France et tel ou tel pays, et un certain nombre de dispositions européennes. On va essayer d'articuler les trois niveaux. Et c'est pour ça que je faisais allusion tout à l'heure à la Moselle ou à la Meurthe-et-Moselle. Vous voyez qu'on a des articulations à trouver au niveau des coopérations aussi interrégionales. Je reviendrai dans un instant à la Belgique, notamment sur une question que vous avez abordée enfin sur la situation du handicap entre les autorités wallonnes et nous, non pas la région du Hauts-de-France, parce que nous restons une république très centralisée avec le secrétariat d'État aux handicapés. Ce que je prends comme engagement, puisque j'évoquais la présidence française, je porterai pour l'ensemble de nos parlements, au nom de la France, et aussi pour d'autres sujets, je retourne vers mon premier interlocuteur qui nous parlait de Suisse, Jean-Philippe Quay. J'ai des vrais sujets, il le sait, avec la Bourgogne-Franche-Comté, avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, sur la question transfrontalière avec la Confédération helvétique. Beaucoup de choses ont été réglées, par exemple, avec la Haute-Savoie, d'autres ne sont pas totalement réglées de la même manière.
Donc nous avons pris la décision. Alors vous allez me dire, ça ne va pas régler le problème avec la Confédération helvétique, mais nous sommes en relation avec le Conseil des États pour essayer d'avancer aussi. Donc je reviens à la question d'Anthony Biche, et je pense qu'il faut qu'on simplifie les procédures, il faut qu'on lisse un certain nombre de différences. Et c'est donc une vraie proposition, inscrire dans nos débats, y a-t-il un statut du transfrontalier quand on parle de libre circulation, surtout que l'Europe va sortir quand même un peu blessée de cette période où la notion de frontière s'est en quelque sorte refermée, y compris pour des raisons sanitaires. Un dernier mot, peut-être plus spécifique que sur nos relations avec la Belgique. C'est l'accueil des personnes en situation de handicap en Belgique. Question aussi très sensible pour nombre de familles françaises, je le dis. Il faut qu'on applique l'accord 4 franco-wallon et qu'on veille, côté français, je le dis, et je le dis comme ancien président aussi de la Fédération hospitalière de France, à la qualité des établissements en lien avec les autorités wallonnes. Il faut qu'on déploie les solutions alternatives aussi en France pour faire face aux séparations non choisies. Et je sais que la secrétaire d'État, Mme Cluzel, et son homologue wallon se sont rencontrés. Et je peux vous assurer qu'au Sénat, Catherine Deroche et la Commission des affaires sociales est très attentive au suivi de l'accord cadre. Donc n'hésitez pas à nous faire remonter d'éventuelles difficultés. Pardonnez-moi, je me suis adressé peut-être spécifiquement à la Belgique, mais c'est un sujet humain extrêmement sensible et extrêmement fort auquel nous sommes attentifs. Je passe à Alexandre Bézardin sur les vaccinations. En fait, il n'y a pas de politique européenne de vaccination. En clair, les volontés européennes d'en instituer une dans l'urgence pour constituer notamment des stocks de vaccins n'ont pas été un total succès. En aval, chaque État membre reste compétent et on n'a pas été en France en pointe, vous le savez, sur la vaccination, son organisation. Regardez ce qui se passe chez nous avec un vaccin comme AstraZeneca. Vous voyez qu'on a un certain nombre de difficultés. Je ne suis pas sûr que la réciprocité puisse être la solution. Je reviens sur les vaccins. S'il n'y avait pas eu les collectivités territoriales en France, bon, dans tous les cas, au sein de l'Union européenne, les ressortissants des pays membres de l'Union ne peuvent être traités de façon différente par rapport aux ressortissants nationaux. Je retiens votre proposition. Au cas par cas, lorsque des difficultés existent, il peut être nécessaire d'assouplir les dispositifs pour ouvrir la vaccination aux ressortissants de l'Union européenne. Alors, je vais faire quelque chose de concret. Comme Thierry Breton est venu me voir, ben, je vais le saisir. C'est lui qui coordonne aujourd'hui, en fait, avec d'autres commissaires. C'est lui qui coordonne. Ben, je vais le saisir de votre question très directement. C'est une proposition très concrète qui n'est pas liée uniquement aux rendez-vous électoraux, mais à la prise en compte de cette réalité. Voilà ce que je pouvais vous proposer et je vous tiendrai informé par l'intermédiaire de vos sénateurs. Je vous tiendrai informé de la démarche que j'engagerai dès le début de la semaine prochaine. Je redonne la parole à notre modérateur préféré. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci pour tous ces éléments et ces réponses. Si vous en êtes d'accord, nous allons poursuivre parce que nous avons encore des questions. Cette fois-ci, nous allons traverser l'Europe et nous rendre dans le Caucase. Et je passe la parole à Lusine Bardon, qui est à Tbilissi, en Géorgie. Bonjour tout le monde. Bonjour, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le principe de précaution a été transcrit dans la Constitution et depuis, les risques directs et indirects pesant sur les expatriés n'ont cessé d'augmenter. Les procédures applicables aux Français de l'étranger n'ont pas été profondément modifiées. Compte tenu de cet accroissement des risques, y compris sanitaires, ne pensez-vous pas qu'il conviendrait d'auditer les procédures existantes et d'en définir de nouvelles pour approprier aux situations actuelles? Et, Monsieur le Président, je sais que demain, vous serez en Arménie
Malheureusement, je ne peux pas venir, mais je vous souhaite un bon séjour dans mon pays d'origine. Merci. Merci, l'usine. Oui, je dois préciser que l'usine Bardon est conseiller des Français de l'étranger pour la Géorgie et l'Arménie. Merci, l'usine. Je passe la parole à Antoine de Fontanges, qui est à Madrid, en Espagne. Voilà. Merci, Christophe. Monsieur le Président, j'ai deux questions. Au niveau de l'éducation, donc beaucoup de nos compatriotes établis à l'étranger souffrent ou vont souffrir des conséquences économiques de la crise sanitaire. L'une des plus grosses dépenses courantes pour les familles est la scolarité dans les établissements d'enseignement du français à l'étranger. Donc, quelle sera la politique de bourse, la condition d'attribution et le budget pour éviter une fuite des élèves? Et la deuxième question, c'est plutôt une solution, c'est que la crise et le confinement ont obligé les centres d'enseignement à proposer une solution digitale pour continuer avec les cours. Et ne serait-ce pas une bonne occasion pour que l'AFE et le CNED réfléchissent à de nouvelles formes d'enseignement afin que les enfants qui quittent le système français pour des raisons économiques ou ceux qui n'y sont jamais rentrés pour des raisons géographiques puissent suivre les cours en français dans le cadre d'accords avec des établissements locaux pour faciliter le bilinguisme et maintenir le lien avec la France. Merci. Merci Antoine. Je passe maintenant la parole, nous allons en Europe centrale, à Jeanne Dubar, à Budapest, en Hongrie. Oui, bonjour Monsieur le Président, bonjour à tous. Je sais que vous aimez bien la Hongrie, Monsieur le Président, vous veniez chasser, donc on vous attend, venez quand vous voulez. Donc moi je suis présidente de la commission des lois et je voulais aussi vous remercier pour le soutien reçu de votre part hier pour notre liste, merci beaucoup. Voilà, moi c'est sur le statut des élus. Vous avez mentionné votre intérêt, l'importance des territoires pour le Sénat. Nous sommes, mobilisés sur l'électorat à l'étranger, sur le terrain. Et donc, nous avons obtenu une amélioration de notre statut puisque à partir des prochaines élections, nous présiderons le conseil consulaire. Mais en fait, nous dépendons encore beaucoup de l'administration et nous aimerions avoir un statut plus établi, renforcé, mieux reconnu. Et donc, nous aimerions que notre statut soit assimilé à celui des élus des collectivités territoriales, voire avoir la possibilité d'être affilié à l'AMF. Donc, je voulais avoir votre sentiment sur cette possible reconnaissance et amélioration de notre statut. Merci. Merci Jeanne. Nous partons beaucoup plus à l'est, aux confins du continent européen, et je cède la parole à Franck Ferrari, à Moscou, en Russie. Bonjour à tous, bonjour Monsieur le Président. Évidemment, nous en Russie, comme tous les Français de l'étranger, nous avons évidemment vécu et nous vivons encore la pandémie, nous vivons aussi malheureusement une crise du rouble. Et le gouvernement a prévu pendant cette pandémie une aide pour tous les Français de l'étranger, mais les grands oubliés sont tous nos petits entrepreneurs français qui ont vécu ou encore vivent encore maintenant des drames personnels et quelles propositions et de soutien peuvent être envisagées. Merci. Merci Franck. Et nous terminons avec, j'allais dire, le berceau de la civilisation européenne. Je cède la parole à Françoise Deschamps en direct d'Athènes. Est-ce que Françoise m'entend? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, 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 vas-y. Bon, je recommence.
Bonjour Christophe, bonjour Monsieur le Président. Merci de votre écoute et merci de votre soutien. Merci de votre lettre reçue ce matin qui m'a fait très plaisir. Et donc je voudrais remercier Christophe, remercier aussi Ronan et Madame de Romédy qui sont toujours à nos côtés, qui sont toujours là pour nous donner des bonnes solutions et pour nous soutenir dans notre désir d'améliorer le quotidien des Français. Donc moi je vais vous parler, je vais vous poser des questions concernant les Français en difficulté. Et je suis inquiète parce que beaucoup de personnes ont demandé de l'aide au secours occasionnel de solidarité cette année. Et j'aurais voulu savoir si en 2022, ce secours sera reconduit parce que beaucoup de Français vont se trouver dans des situations difficiles. Deuxièmement, j'aimerais aussi savoir s'il y aura un redéploiement et une augmentation des crédits d'aide sociale pour les associations comme l'Association française d'entraide à Athènes, qui a beaucoup de difficultés parce qu'elle ne peut pas organiser différentes manifestations qu'elle avait l'habitude d'organiser. Et donc, les crédits sont très limités. Les sponsors n'existent plus et la somme allouée à chaque allocataire de façon occasionnelle ou de façon permanente est quand même un budget assez important. Et j'aimerais savoir si pour 2022 et la suite, à voir si ces crédits vont augmenter et si on aura plus de chances de pouvoir voir ces personnes-là avec un grand sourire et avoir leur quotidien amélioré. Voilà, surtout dans le domaine de la santé, parce que la Grèce a du mal à faire face aussi à ce problème-là du fait de la Covid. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Françoise. Voilà, Monsieur le Président, les 5 questions qui vous sont posées. Je vous cède la parole pour vous laisser le temps d'y apporter des éléments de réponse que vous jugerez opportuns. Vous avez la parole. Merci. Peut-être, je pense à la question de l'usine Bardon, mais aussi à la question de Franck Ferrari qui nous a été posée aussi depuis Moscou, sur la question globalement de sécurité. Moi, à l'usine Bardon, je comprends ces inquiétudes et c'est vrai, en me rendant en Arménie demain, au-delà du symbole du soutien, je rappelle quand même que la résolution concernant l'Arménie, elle a été votée à l'unanimité des votants moins une voix. Ce qui veut dire que le Sénat, profondément après ces agressions au Karabakh de la part d'Azerbaïdjan et de la Turquie, a considéré que c'était une affaire qui portait sur les valeurs elles-mêmes et que la question de la sécurité était aussi une question importante. Il faut rendre justice au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Beaucoup a été entrepris ces dernières années pour répondre avec plus de réactivité et souvent sur une plus longue durée aux crises. C'est d'ailleurs pas ce seul gouvernement en 2017. C'est une démarche de long terme qui a débuté d'ailleurs sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Ce changement d'attitude. Les rapatriements entrepris lors de la première vague de pandémie au printemps dernier, je le sais parce qu'avec un certain nombre de nos collègues sénateurs des Français établis hors de France, on en a suivi, j'en ai même âge, j'ai suivi d'une manière très très particulière, illustre cette réactivité. C'est vrai qu'elle a plutôt concerné des Français de passage et peu ceux qui sont établis de manière durable. Vous avez raison pour la prise en compte de nombreux risques, mais j'y ajoute, en dehors des accidents de la vie, le chômage, la précarisation, les faillites des entreprises, j'y reviendrai dans un instant, c'est parfois la politique du 2 poids 2 mesures. De nombreux mécanismes de solidarité ont été activés pour nos compatriotes en France et nous les avons d'ailleurs votés au Sénat et c'est indispensable. J'ai l'impression, et c'est ce que je ressens aussi avec nos compatriotes établis en Amérique, dans les Amériques et en Caraïbes lors de notre échange, il y a les Français établis hors de France sont quand même parfois relégués en 2e division.
Donc, vraiment, c'est quelque chose qui m'apparaît important. Peut-être à Franck Ferrari, sur l'aide aux entrepreneurs hors Union européenne, nom des entreprises qui ont été montées de toutes pièces à l'étranger, je crois qu'il faut le rappeler, achètent des produits français. Ou sont des relais de l'exportation de nos produits. Certains d'ailleurs créent même de l'emploi et de l'activité en France. Malgré les demandes de vos sénateurs, dès le premier confinement qui ont interrogé le gouvernement sur les mécanismes d'aide prévus par les entreprises créées par les Français à l'étranger hors Union européenne, je parle bien de là, il n'y a toujours rien de prévu. Et pourtant, le gouvernement parfois vous appelle les ambassadeurs de notre pays. La délégation aux entreprises du Sénat a adopté en décembre dernier le rapport préparé par Jacky de Romédy qui tire la sonnette d'alarme. On me dit que les faillites se multiplient en ce moment. Il y a donc urgence. Ce rapport a défini une méthodologie qui permet d'identifier les entreprises parties prenantes de notre commerce extérieur. Il m'apparaît important et logique que soient étendues à ces entreprises les aides accordées aux entreprises exportatrices. Et qu'elles ne bénéficient pas seulement de micro-aides décernées à titre individuel à nos chefs d'entreprise au titre de secours d'urgence et non du fait de leur activité. On a là un sujet sur lequel il faut vraiment qu'on revienne, puisqu'on va aborder dans un texte bientôt sur l'état d'urgence sanitaire et sur un projet de loi de finances rectificatif, la manière dont on fait évoluer le soutien aux entreprises, ça peut être l'occasion de ramener ce dossier sur le devant de la table. En tous les cas, je me coordonnerai avec le rapporteur général du budget pour que ces préoccupations-là soient portées en lien avec vos sénateurs. Alors, j'en profite peut-être à répondre à Françoise Deschamps qui parlait des Français en difficulté. J'ai évoqué les entreprises en difficulté. La réflexion, c'est les secours exceptionnels, ceux aujourd'hui et ceux demain. 50 millions d'euros pour les Français expatriés fragilisés par la pandémie, notamment frais scolaires, l'assurance, les pertes d'emploi. Sur ces 50 millions qui ont été votés, il faut se poser la question pourquoi on en a décaissé qu'un peu plus de 10%. Je crois qu'on ne peut plus attendre et se poser la question de ces retards et ces insuffisances. Parce que je crois que, et c'est l'analyse qu'on fait, que la grille pour accorder les aides a été calquée sur celle des aides sociales, incapable de prendre en compte les difficultés propres à la pandémie. On m'a rapporté que certains de nos compatriotes en situation fragile ont été déclarés non éligibles ou ont reçu des montants dérisoires après avoir rempli, pardonnez-moi, mais de nombreux formulaires. C'est Christophe-André Frassa qui me disait qu'une aide, par exemple, après de nombreux formulaires, s'est élevée à 47 €. C'est dérisoire. C'est dérisoire et ça ne correspond pas à la volonté qui a été celle de débloquer le fonds d'urgence. Donc la création d'un fonds d'urgence pour les Français à l'étranger, victimes de catastrophes naturelles, d'événements politiques majeurs, qui servirait à couvrir toutes les situations d'urgence, c'est la proposition de Ronan Le Gleut. C'est un texte qui a été adopté au Sénat au mois de juin 2020. Il faut maintenant qu'on le fasse avancer et je dois dire que ça m'apparaît essentiel. Je ne vous cache pas que je vais écrire à Richard Ferrand pour qu'il l'inscrive peut-être parmi les priorités. Et je retiens de nos échanges que peut-être mon rôle de président du Sénat, c'est d'essayer d'accélérer. C'est un accélérateur de particules quand les choses ne vont pas vite avec la majorité de l'Assemblée nationale qui aurait dû s'en saisir tout naturellement parce qu'eux-mêmes aussi sont les représentants des Français établis hors de France. On va peut-être revenir sur un sujet essentiel avec lequel j'ai partagé encore il y a 2 jours. C'était Antoine de Fontange qui, de Madrid, je crois, nous a parlé du réseau
d'enseignement, des bourses. C'est vrai, le temps de la gratuité qui devait être étendu aux enfants français scolarisés et à leurs enfants dans les établissements d'enseignement français, ce temps paraît lointain. C'était le temps où Nicolas Sarkozy l'avait engagé. On avait commencé, je me souviens, là, je parle de mémoire, et sous le contrôle de mes collègues sénateurs, on avait commencé avec les terminales et les premières. C'est ça, cher Christophe. Quelle est la situation aujourd'hui? Le président de la République a promis de doubler les effectifs d'ici 2030 du nombre d'élèves scolarisés dans le réseau d'enseignement français à l'étranger. Et pourtant, dans le même temps, on a baissé de 33 millions les crédits, la réalité, compensée en trompe-l'œil par une hausse fondée sur une reconduction partielle des moyens annulés l'année précédente. On voit bien que c'est du trompe-l'œil et c'est one shot pour parler en vieux français. C'est en même temps la suppression de postes de professeurs expatriés au profit des recrutés locaux. Depuis 2008, ce serait plus de 500 postes qui auraient été ainsi supprimés au profit de recrutés locaux sans qu'on fasse un effort complémentaire sur la formation. En définitive, du fait de la baisse des crédits, on a des parents d'élèves qui payent plus cher pour un service d'éducation dont la qualité est parfois moins garantie qu'auparavant. On me dit que 10 à 20% des familles d'expatriés choisissent d'ores et déjà un système éducatif privé. Et, j'allais dire, anglophone le plus souvent. On a aussi la question d'entretien des bâtiments. La NEFE avait fait ses preuves, même si un rapport de la Cour des comptes demandait d'y apporter quelques évolutions qui lui auraient été simples d'y apporter. J'oublie pas le travail de notre ancien collègue Richard Ferrand sur le... André Ferrand sur le sujet. Richard Ferrand, il faudra qu'il se bouge sur le fonds de solidarité. Le lapsus ne doit pas être révélateur, mais incitateur chez moi. Bon. À la place, le gouvernement veut imposer un système de couverture qui ne sera que partiel, qui va compliquer les démarches, qui va être préjudiciable à l'entretien, notamment au gros entretien des bâtiments. Je crois qu'il faut qu'on soit aussi sincère, puisque vous allez rencontrer de nouveaux compatriotes. Dans l'état de nos finances publiques, après les 5 années de quinquennat Hollande et les 4 ans d'Emmanuel Macron, je ne suis pas certain qu'on puisse revenir à la gratuité comme ça. Je pense qu'il est possible, dans un premier temps, d'accroître l'enveloppe des bourses, et pas seulement le nombre des bénéficiaires à enveloppe constante, et de remettre à plat certains critères d'attribution de bourses. À mon avis, il n'est pas cohérent de considérer comme un élément de patrimoine certaines dépenses pour l'acquisition d'une résidence en France. Et ça me ramène à mon observation sur la résidence principale et la résidence secondaire en matière de fiscalité. Quand on plaide, cher Antoine de Fontanges, pour réintégrer les élèves qui quittent le système français ou qui ne peuvent s'y inscrire, ça m'apparaît une question qui mérite vraiment d'être étudiée. Je viens de désigner Ronan Le Gleu pour me représenter le Sénat à l'agence. C'est un sujet sur lequel on pourra échanger, débattre et pousser les choses, me semble-t-il. Alors, pour faire un clin d'œil à la Hongrie, d'abord parce que j'étais président du groupe d'amitié France-Hongrie. Je suis venu qu'une fois à la chasse. Je ne sais pas que je n'ai pas envie de ne pas y revenir, mais au fond, vous le savez, j'étais jeune parlementaire et j'accompagnais comme militant politique le mouvement qui était à l'époque conduit par Joseph Antal et Sandor Léjac, qui avaient été de ceux, je me souviens être venu à l'Aquitelec, là où ils étaient, pour l'un d'entre eux, assignés en résidence, comme un militant politique, un jeune sénateur, et à l'époque où le rideau de fer n'était pas encore vraiment tombé. J'ai donc pour la Hongrie un attachement particulier. Vous me posez la question du statut. Ce statut est important dans le contexte de contraction, me semble-t-il, du réseau consulaire et du nombre de ses agents.
Première observation. On a quand même perdu plus de 300 emplois ces 3 dernières années dans le réseau. Aujourd'hui, le réseau consulaire ne peut plus toujours apporter l'assistance ou l'accompagnement nécessaire à nos compatriotes établis hors de France. Et souvent, c'est vous, les élus, qui êtes conduits à suppléer des carences d'un réseau amoindri. Mais vous avez en plus, vous êtes un peu, pardonnez-moi, je vois la tentation d'être comme les élus locaux, mais je vais y revenir. Vous avez la connaissance des personnes, comme les maires ont la connaissance dans la proximité. Votre légitimité et votre action vont au-delà de l'administration, parce que vous êtes des élus. Et votre statut aujourd'hui n'est pas en adéquation avec votre rôle. Certes, la présidence des conseils consulaires sera désormais assurée par vous. Il a fallu d'ailleurs que nos familles politiques bataillent pour obtenir ce résultat. C'est pas venu comme ça, comme un fait du prince. Je vous rappelle qu'il avait fallu près de 11 mois pour ce que avait voté le Sénat début 2019 soit enfin adopté par l'Assemblée nationale à la fin de l'année, 11 mois entre les deux votes. Il a fallu convaincre, aller aux commissions mixtes paritaires pour qu'elle accepte qu'une assemblée d'élus, le conseil consulaire, soit présidé par un élu, conseiller des Français de l'étranger. C'était un débat qui semblait remonter aux lois de la Restauration et de l'Empire, où je rappelle, où les maires, les conseils étaient présidés non pas par des élus, mais par une personnalité nommée par l'État. Si notre majorité a pu obtenir ce premier résultat, elle s'est heurtée à une fin non-recevoir sur un certain nombre d'aspects, qu'il s'agisse de la couverture des accidents dans l'exercice du mandat, du régime indemnitaire et assez symbolique du port des insignes républicains. Tout ce qui visait à unifier le statut de l'élu et à faire en sorte de le rapprocher de celui des élus locaux, bien sûr en tenant compte des spécificités. Parce que je crois qu'on ne peut pas dire que c'est totalement le même statut. Ce n'est pas vous faire injure et je n'ai pas faire injure au maire de le dire. Je crois que le combat qui a été mené par la droite républicaine et le centre est un combat pour la démocratie, contre le statu quo. C'est un combat qu'il va falloir qu'on continue à mener ensemble. Alors, je ne sais pas si vous êtes rapproché de l'Association des maires de France, mais il y a un excellent président à l'Association des maires de France. Et je pense que je lui ferai part de notre échange d'aujourd'hui. Je ne crois pas que le statut peut être tout à fait le même, je vais être sincère avec vous, mais je pense qu'on peut continuer à évoluer et à avancer. Ça peut être un projet que vous proposez à l'occasion de cette élection et que vous pouvez porter avec votre Assemblée. Voilà, est-ce que j'ai répondu à l'ensemble des questions? Il en reste peut-être en suspens. En tous les cas, moi je vous fais une proposition. Cher Christophe. D'abord qu'on n'en reste pas à one shot. Je suis venu, on a eu un échange sympa, je ne sais pas si vous l'avez trouvé sympa, mais moi, en tous les cas, puis ça m'a obligé à me remettre au goût du jour. J'ai été obligé un peu de travailler avant de venir, parce que je connais particulièrement toute la vie territoriale, mais là, c'était important que je puisse approfondir. Et vraiment, je remercie nos collègues sénateurs, parce que d'abord, ils ne me laissent pas en repos, et je prends un engagement vis-à-vis de vous tous. C'est vraiment peut-être qu'on puisse se retrouver un peu régulièrement et d'associer l'Assemblée des Français établis hors de France au temps de la présidence que nous allons avoir. Puis je vous rappelle quand même que vous avez un rendez-vous très très important. Vous m'avez remercié pour la petite lettre que je vous ai envoyée. Ouais. Et elle n'est vraiment pas qu'une lettre comme ça d'encouragement, c'est vraiment, je crois que c'est un rendez-vous important. Je vais être en plus direct. Quand le président de la République se pique de écrire à tous les Français de l'étranger à une date totalement neutre pour leur donner des nouvelles, je pense que vous pouvez leur dire que le Sénat, pas simplement le président du Sénat, a pleinement conscience que les Français établis hors de France, on n'en parle pas qu'au moment des élections, mais qui sont une chance pour la France, qui portent aussi des difficultés, qui a aussi de la précarité, qui a parfois des interrogations et le besoin de sentir la nation autour d'eux. C'était aussi le sens de mon message.
Alors, d'ici les derniers jours de mai, mollissez pas pour faire campagne. En tous les cas, on est à vos côtés et je sais que les sénateurs seront à vos côtés. Et je crois que les sénateurs peuvent remercier Christophe André Frassa d'avoir joué le rôle d'un modérateur, mais plein de tonus et plein d'engagement. Voilà. Merci à tous. Merci, Monsieur le Président. Merci pour ces mots. Je crois que si il existe une qualité de sénateur honoraire qui veut dire quitter le mandat, on pourrait créer spécialement pour vous sénateur d'honneur pour les Français de l'étranger parce que, comme vous l'avez dit, vous avez vraiment bossé le sujet et je crois que sans les bosser, vous les connaissez parce que vous avez cet attachement particulier à cette collectivité à part que nous représentons, les Français de l'étranger. Et je crois qu'au-delà de bosser le sujet, je crois que vous l'avez vraiment à cœur et surtout, vous avez cette capacité à transmettre cette énergie à nous tous et à nous, j'allais dire, nous renvoyer au front avec un peu plus d'ardeur que nous n'en avons naturellement. En tout cas, merci, Monsieur le Président, d'avoir pris sur votre temps qui est déjà bien chargé, surtout à la veille de votre départ en Arménie, pour avoir répondu à toutes les questions de nos amis. Merci à vous tous, chers amis, et à mes collègues en particulier d'avoir été présents. Merci à vous tous. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, Monsieur le Président. Bon et fructueux séjour en Arménie. Et puis, j'espère à très bientôt. Merci à vous tous et merci encore, Monsieur le Président. Au revoir et merci à tous. Merci à tous.